Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Hier, vous avez présenté le budget consacré à la santé pour les prochaines années. Toutes les dépenses augmentent. Est-ce que ça veut dire qu'on va davantage creuser le déficit de la sécurité sociale? On n'a pas le choix. Non, le déficit de la sécurité sociale, il était d'un peu plus de 20 milliards en 2022. Il va être un peu en dessous de 9 milliards en 2023. On est sorti de cette période exceptionnelle du Covid. Et on va essayer de tenir autour de 9-10 milliards. Donc le déficit ne se creuse pas. Et notre objectif, il est évidemment d'avoir des mesures pour progressivement revenir à l'équilibre. Mais on ne va pas revenir à l'équilibre qu'on n'a pas connu depuis de très nombreuses années d'un coup de baguette magique. L'équilibre, il est impossible avec cette inflation ? L'inflation, elle bouscule tout. Il y a eu le Covid, il y a l'inflation. Donc évidemment, ça bouscule tout, ça bouscule nos repères en termes de progression, en termes d'impact sur les salaires qu'on verse, sur les achats qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on réajuste en permanence. Et dans quelques semaines, d'ailleurs, on va réajuster le budget de la sécurité sociale pour 2023 parce que l'inflation l'aura frappé. On navigue à vue. On navigue à vue en partie, mais j'allais dire, pour moi, c'est pas forcément un défaut. Quand on a une navigation stratégique, mais qui a des impacts quotidiens, il vaut mieux aussi apprendre parfois à naviguer à vue. Elisabeth Borne qui a décidé de dégainer le 49.3 pour la 12e fois depuis son arrivée à Matignon, pour faire passer le projet de loi de programmation des finances publiques. Ça y est, c'est devenu une formalité, en fait. On ne donne plus la parole à l'opposition à l'Assemblée ? Non, ce n'est pas du tout une formalité. D'abord, ce projet de loi de programmation des finances publiques, il a été déjà discuté l'été dernier avec le Parlement. Celui qui a été présenté hier, qui a été discuté et sur lequel la Première ministre a engagé hier la responsabilité de son gouvernement, il avait fait l'objet de pas mal d'amendements demandés par les oppositions. Mais après, la France, elle a besoin d'un budget, elle a besoin d'une trajectoire de finances publiques. Elle en a besoin pour donner de la visibilité à tout le monde, pour moins naviguer à vue, si je reprends votre expression, aussi pour obtenir des financements européens qui sont liés à cet engagement-là. Donc il n'y a jamais de fermeture de porte au dialogue, mais à partir du moment où le dialogue il bascule dans l'obstruction, on engage la responsabilité du gouvernement. Aurélien Rousseau, le doublement de la franchise médicale, c'est-à-dire le reste à charge pour un patient quand il achète une boîte de médicaments, il ne figure pas dans le texte présenté hier. Ça veut dire que vous l'abandonnez ? Non, il n'est pas abandonné. On a dans le texte, plus exactement dans les tableaux de chiffres qui sont liés au PLFSS, un certain nombre de mesures d'économie. Ces mesures d'économie, on va aller les chercher sur tous les acteurs. Quand on dit responsabilisation des acteurs, ça ne veut pas dire que les patients ou que les médecins ou que les entreprises. Donc le sujet franchise médicale, il est toujours à l'expertise sur la table parce que on touche là à des choses extrêmement sensibles. Moi, je l'ai dit, ma ligne absolument rouge, c'est que les personnes qui ont le plus besoin de soins, notamment les personnes en affection de longue durée, donc les personnes qui sont déjà au plafond de ces franchises médicales, ne soient pas touchées, ne renoncent pas aux soins. Donc mais pas de renoncement aux soins. Pour tous les autres, on va devoir payer plus cher nos médicaments, plus cher nos consultations chez le médecin. Alors aujourd'hui, cette décision sur les médicaments, elle n'est pas prise. On a un quantum d'économie qu'on va documenter progressivement. Ça ne se fera pas par la loi, ça se fera par décret ? Ça n'est pas effectivement une mesure qui passe par la loi, mais on aura dans la loi les tableaux, donc évidemment le débat il aura lieu au Parlement. Il aura lieu au Parlement, parce que les parlementaires disent on ne peut pas laisser passer une mesure aussi importante sans débat. On paye plus cher. Et évidemment qu'on aura le débat au Parlement. Je vous dis, il est dans quelques semaines encore, donc ce point n'est pas tranché. Et sur les médecins, c'est une autre question, puisque moi je souhaite le plus rapidement possible réouvrir les discussions avec les médecins, parce que je considère qu'il faut qu'on ait un accord conventionnel avec les médecins, notamment parce qu'il y a un besoin de médecins traitants, il y a un besoin d'engagement collectif. Et vous savez ce que demandent les médecins. Les médecins qui appellent à la mobilisation le 13 octobre prochain, ils disent « c'est super, vous nous avez donné une petite augmentation pour la consultation à 1,50 €, mais nous ce qu'on veut, donc ce qui porte la consultation à 26,50 €, mais nous ce qu'on veut c'est 30 €. Ouais, je n'ignore pas cette revendication. Vous allez leur dire OK ? Le premier point que je dis, c'est que les Français, s'il y a une augmentation, ils seront remboursés par la sécurité sociale sur cette augmentation. C'est d'ailleurs pour ça que dans le budget, il y a une provision pour prévoir une augmentation
à venir. Mais de quel niveau? Et le budget aujourd'hui prévoit une provision de 200 millions d'euros pour dire les choses. Mais qui va représenter combien du coup pour les médecins? Eh ben, aujourd'hui, encore une fois, c'est une provision. La négociation, elle n'a pas commencé. Donc, parce qu'une négociation, ça n'est pas juste dire on accorde 26,50 €, 28,30 €, que c'est un montant, voilà. C'est aussi dire en face de ça quels sont les engagements des médecins. Oui, mais il faut que vous puissiez anticiper dans le budget. Donc vous êtes prêt à bouger sur combien? Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. D'une part, une convention médicale, c'est un peu technique, mais ça ne rentre en vigueur que 6 mois après qu'on l'eut signé. Donc du coup, ça part d'année pleine. On peut avoir des étapes progressives. C'est une provision, on peut aussi la réviser. Donc ce que je veux dire en mettant cette provision dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est que mon intention, elle est bien très rapidement de rouvrir des négociations, parce que ce 26,50 € qui a été décidé par un arbitre après l'échec de la première négociation, il ne peut être qu'une étape. Mais en même temps, les médecins ont aussi une responsabilité, des responsabilités à prendre. On va négocier avec eux, mais quand effectivement la dépense de médicaments, la dépense d'indemnité journalière, elle progresse de plus de 7% d'euros par an, les médecins ont aussi une partie à prendre à leur charge, si je puis dire, pour nous aider à ralentir la progression de ces dépenses. Et notamment sur les arrêts maladie, par exemple, vous allez leur demander de faire des efforts? Sur les arrêts maladie, le sujet, il est évidemment très large. Il n'y a pas que, encore une fois, il n'y a pas que les médecins. On voit bien autour de nous, il y a une place des problèmes somatiques, de la santé mentale qui est là partout. Mais le nombre d'arrêts a explosé de plus de 30% en 10 ans. Il y a des abus. Il y a forcément des abus, mais il y a aussi, mais je pense, ceux qui sont minoritaires. Je pense qu'il y a, on le voit, des médecins qui peuvent prescrire 3 fois, 4 fois plus que leurs confrères. Et notamment donc en téléconsultation, vous allez limiter les donc ça, on va aller regarder. Et sur la téléconsultation, vous avez raison. On considère que donner un arrêt maladie de plus de 3 jours par téléconsultation, ça n'est pas raisonnable. Il faut voir un médecin en physique. Donc il n'y a pas de stigmatisation des médecins. Ils font face, les médecins, à la situation de la société tel qu'il est. Donc on doit aussi se poser des questions sur le rapport au monde du travail, sur la pénibilité. Vous dites quand même qu'il y a des médecins qui donnent 3-4 fois plus d'arrêts maladie que d'autres. On le sait, mais cela doit être sanctionné? C'est pas une sanction, il y a un dialogue avec l'assurance maladie. Alors c'est quelquefois pris comme une sanction, mais il n'y a pas de sanction financière. Simplement, ils sont suivis de plus près par l'assurance maladie, y compris parce que souvent, et je le dis très simplement, c'est en toute bonne foi que les médecins font ça. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit qu'il a mal au dos, que le matin il se réveille en pleurant, ben vous êtes médecin, vous voulez soigner, ben vous pouvez donner un arrêt maladie. Juste évidemment. Très rapidement sur les jours de carence. Est-ce qu'il est question de moins les indemniser? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 premiers jours de carence qui ne sont pas payés. Est-ce qu'il pourrait être rallongé? Cette durée pourrait être rallongée? Non, il n'y aura rien de tel dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et par ailleurs, excusez-moi, la plupart des conventions collectives prennent en charge ces 3 premiers jours de carence. Les employeurs. Après, ce sujet, on l'a devant nous, on sait qu'on va devoir y travailler, mais il n'y a rien dans le PLFSS sur ça. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, l'invité du 8h30 France Info. On vous retrouve juste après le Fil Info à 8h41. Maureen Sfignard. La République séparatiste du Haut-Karabakh cessera d'exister à partir du 1er janvier prochain. Ce sont les dirigeants séparatistes qui l'annoncent ce matin après l'attaque de l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Depuis, ce sont plus de 65 000 Arméniens qui ont quitté le territoire pour rejoindre l'Arménie. Air France dénonce une distorsion de concurrence pour les compagnies françaises. Réaction à l'annonce hier de cette nouvelle taxe voulue par le gouvernement sur les autoroutes et les grands aéroports pour financer la transition écologique. Des aéroports qui ont déjà dit qu'il répercuterait cette taxe sur les compagnies aériennes. Pour le moment, Volkswagen ne parle pas de cyberattaque, mais de panne informatique. La production des usines allemandes du groupe automobile est à l'arrêt depuis hier midi. D'autres marques du premier constructeur européen sont aussi touchées. Une enquête préliminaire ouverte pour agression sexuelle. Elle vise l'ancien entraîneur du PSG, Didier Olé-Nicole. Cela fait suite au dépôt de plainte d'une ancienne joueuse, Kadidiatou Diani. Elle affirme qu'il lui a touché les fesses à plusieurs reprises. Didier Olé-Nicole conteste les faits qui lui sont reprochés. France Info. Le 8h30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, la France fait face depuis plusieurs mois à des pénuries de médicaments. Pour quels produits la situation est-elle encore critique ?
La situation, elle n'est à ce jour pas critique sur de très nombreux produits. Vous avez tous autour de vous des personnes qui vous disent qu'ils ont eu du mal à trouver de l'amoxicilline, quelquefois du paracétamol, parce que je n'ai pas le droit de dire Doliprane, mais vous avez l'air bien informé. Donc moi, j'ai rencontré avec Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, tous les industriels. J'étais en courrière avec la PDG France de Sanofi. On a mis 450 médicaments essentiels sous surveillance. Et il faut changer les règles. Il y a des règles qu'il faut changer. On a eu un remarquable rapport parlementaire de 2 sénatrices, Sonia de la Provôté et Laurence Cohen, aucune des données de la majorité, donc je le dis d'autant plus tranquillement, qui pointent toute une série de propositions. On les a reprises, quasiment toutes, pour qu'on soit en veille active. L'enjeu majeur, c'est la réindustrialisation sur le territoire national, c'est notre souveraineté. C'est ce que le président a annoncé. C'est pour ça, hier, j'évoquais avec la présidente de Sanofi tous leurs investissements industriels en France. Mais le cœur du cœur, pour éviter ce qui s'est passé l'an dernier, c'est qu'on a eu 3 épidémies simultanées. Vous savez, la grippe, la bronchiolite, des gastro, et donc nous, notre bataille, c'est pour ça que je suis ministre de la Santé et je m'en réjouis, mais aussi de la prévention, c'est de convaincre les Français d'utiliser tous les outils de prévention. Et sur le point commun entre la grippe, la bronchiolite, les gastro ou toute autre forme d'épidémie, ça peut paraître ridicule, ce sont les gestes barrières. Si on ne transmet pas les épidémies, on pourra les écraser. Et par ailleurs, reste qu'en France, en 2023, on a des pénuries de médicaments, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous allez rendre obligatoire dans toutes les pharmacies la distribution à l'unité? Il y a 2 choses. D'abord, c'est pas qu'en France, ça ne compense rien, mais toute l'Europe est touchée par des pénuries de médicaments, y compris des pays dans lesquels l'industrie pharmaceutique est encore plus forte que chez nous. Deuxièmement, la vente à l'unité de médicaments, notamment sur les antibiotiques, ça n'est pas qu'une mesure pour gérer la pénurie. C'est aussi un sujet majeur d'antibiorésistance, parce que vous savez qu'aujourd'hui, malgré la baisse, on est toujours le 4e pays en Europe consommateur d'antibiotiques. On en consomme plus. Mais là, cette mesure, on a l'impression que c'est du rationnement. En fait, ça dépend. Votre médecin vous dit qu'il vous faut 12 gélules d'antibiotiques. Si les boîtes en contiennent 20, ça n'est pas du rationnement de vous en donner 12. Les pharmaciens disent que c'est très compliqué en termes de logistique. Je n'ai pas de doute sur le fait que la logistique est potentiellement compliquée. Mais si on est dans une période compliquée, on va faire des choses un peu inédites. Par exemple, on va permettre aux établissements pharmaceutiques des hôpitaux de eux-mêmes fabriquer certains médicaments pour si on est sur des situations critiques, un peu comme on l'avait fait pendant le Covid. Là aussi, la situation elle est tendue, mais on a eu des discussions, je crois, fructueuses avec les professionnels de l'industrie pharmaceutique pour qu'ils soient plus au rendez-vous et réactifs sur tous ces sujets. Sur l'endométriose, on a le mois prochain le Rassemblement national qui propose à l'Assemblée de soutenir les femmes qui souffrent de cette maladie en prévoyant l'exonération des frais de sécurité sociale, la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée pour ces femmes. Est-ce que le gouvernement est pour ? Alors moi, pardon d'être trivial, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Pourquoi ça que le Rassemblement national arrive sur ce sujet. Ce sujet, aujourd'hui, les femmes qui sont victimes et qui sont touchées par l'endométriose, elles ont déjà accès à une infection de longue durée. Elles ont déjà accès. L'endométriose, c'est une maladie évolutive, c'est une maladie qui peut prendre des formes extrêmement différentes. Vous savez, il y a des femmes qui souffrent peu, il y a des femmes qui souffrent régulièrement, il y a des femmes pour qui la douleur est permanente. C'est pour ça qu'elles sont classées, pardon de rentrer un peu dans les détails, mais c'est un sujet, c'est pour ça que ça me rend un peu... Et là, il y a le statut de travailleuse handicapée. Oui, mais en fait, est-ce que vous êtes sûr que toutes les femmes qui ont une endométriose souhaiteraient être reconnues travailleuses handicapées? J'en suis pas sûr du tout. Aujourd'hui, l'ALD 31, donc cette ALD qui permet de prendre en charge avec 0 reste à charge pour les personnes qui en souffrent, les personnes qui ont une endométriose qui les conduit à aller voir souvent le médecin, à avoir des arrêts maladie, etc., c'est pour moi la bonne réponse. Le Rassemblement national va foncer sur ce sujet, sur lequel il ne s'est jamais investi. Il y a eu, moi je reconnais par exemple, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, elle avait
présenter une résolution sur ce sujet. La majorité, elle est engagée. Le gouvernement, il a lancé un plan endométriose depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on a déjà 15 000 femmes qui sont victimes d'endométriose, donc, si qui ont une affection de longue durée. Ne soutient pas cette mesure, c'est pas pour des raisons politiques? C'est pas pour des raisons politiques. Enfin, c'est d'abord pour des raisons. Oui, il y a des raisons politiques. Moi, je le nie pas parce que encore cette semaine, on a vu chez certains députés RN leur vision des femmes, qu'il fallait qu'elles restent au foyer. Donc oui, il y a ça. Mais deuxièmement, parce que si l'idée était bonne et qu'on n'y avait jamais pensé, voilà. Mais là, c'est de la fausse monnaie, parce que cette mesure, elle est en place et la majorité l'a portée depuis maintenant, avec d'autres groupes, depuis maintenant plusieurs années. Et on est mobilisé dessus. J'ai signé hier une circulaire à l'assurance maladie, aux directeurs généraux d'ARS, pour renforcer encore la filière endométriose. C'est un combat que je menais, j'ai pas attendu. Je le menais quand j'étais directeur général de l'ARS Île-de-France. J'ai pas attendu que le Rassemblement national me sorte une proposition opportuniste pour me mobiliser sur ce sujet. Excusez-moi, je suis un peu vif, mais la santé des femmes, c'est un sujet majeur sur lequel on ne lâchera rien. Aurélien Rousseau, juste après cette interview, vous devez vous rendre à Créteil à la rencontre d'assistants de régulation médicale. En clair, ce sont ceux qui décrochent le téléphone quand on appelle le 15. Depuis plusieurs semaines, ils réclament des augmentations de salaire et un meilleur statut. Qu'allez-vous leur dire tout à l'heure ? D'abord, les assistants de régulation médicale, ce sont effectivement ceux que vous avez au bout du fil quand vous appelez le 15. Donc, ils ont un métier central dans notre dispositif de santé. Ils sont, depuis 2 ans, beaucoup mieux formés. On leur a reconnu, on a ouvert 19 écoles de formation des ARM. Ils ont un rôle dans la régulation globale qui est essentiel. Donc, ils sont en conflit social. J'avais dit, je les ai vus à plusieurs reprises cet été. On a discuté avec eux. Je vais tout à l'heure annoncer une augmentation de 100 € par mois de leurs primes spécifiques liées à leur fonction de régulation médicale. Et par ailleurs, ils avaient une revendication qui est légitime aussi sur une grille particulière. Aujourd'hui, je rentre un peu, dans la technique, ils ont la grille qui est la même que celle des secrétaires médicales ou des secrétaires médicaux, pour ne pas forcément féminiser, qui sont aussi des fonctions essentielles à l'hôpital. On ne va pas créer une nouvelle grille, mais on va donner aux ARM une vitesse de progression et des capacités de reconnaissance des sujétions qu'ils connaissent qui leur permettront de progresser plus rapidement. Donc une reconnaissance du statut, et aussi vous allez recruter davantage, parce que là, ils ne sont pas assez nombreux, ils sont 2500, c'est pas assez, disent-ils. Moi, les directeurs d'établissement et les patrons de SAMU, s'ils ont besoin de recruter des ARM, ils recrutent des ARM. Moi, ce n'est pas le sujet, mais ça peut être vrai dans certains endroits. Ça n'est pas le sujet que j'ai entendu le plus depuis quelques mois. Mais s'il faut recruter plus, ils recruteront plus. 100 € de plus en prime. Voilà, absolument. Voilà. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, 100 € de plus en prime pour les assistants de régulation médicale. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler notamment du Covid. Ce sera juste après le fil info, 8h51. Maureen Spignard. Quelle sera la position d'Emmanuel Macron ? Le chef de l'État s'exprime à 10h à Ajaccio devant l'Assemblée de Corse. Un discours présidentiel après plusieurs mois d'échanges entre les élus et les représentants de l'État. L'exécutif a assuré qu'il pourrait aller jusqu'à l'autonomie de l'île. Le doublement de la franchise médicale est toujours à l'expertise et sur la table, affirme sur France Info le ministre de la Santé. La franchise est le reste à charge pour un patient lorsqu'il achète une boîte de médicaments remboursée. Une nouvelle journée de recherche va débuter en Alsace, près de la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin. Lina, 15 ans, est toujours recherchée depuis samedi. 80 gendarmes seront mobilisés aujourd'hui. Les plongeurs ont exploré 2 étangs en vain hier. Qui pour succéder à Hélène Carrère d'Ancos, la secrétaire perpétuelle de cette institution dédiée à la langue française, est morte au mois d'août. C'est Amine Mahalouf qui est le favori pour la remplacer, devant Jean-Christophe Ruffin. Sur plus de 780 académiciens élus au cours des siècles, seules 11 femmes ont siégé parmi les immortels. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Le Beyfortus, le traitement préventif contre la bronchiolite, est victime de son succès, puisque les pharmacies n'arrivent pas aujourd'hui à répondre à la demande des parents. On rappelle que la bronchiolite, vous l'avez dit tout à l'heure, a causé le passage aux urgences de près de 100 000 nourrissons l'hiver dernier. Est-ce que les pharmacies vont être livrées au plus vite dans les prochains jours ? D'abord, pardon de commencer par là, mais vous avez victime du succès. D'abord, c'est un immense succès. En maternité, on a des taux d'adhésion
à cette immunisation qui sont entre 60 et 80%. Personne, les sociétés savantes ou le ministère, je nous mets dans le lot, personne n'avait anticipé ça. Et quand vous entendez votre reportage tout à l'heure sur la vaccination Covid, les Français, ils disent toujours que la vaccination, ils sont pas pour, mais en fait, quand on a des progrès thérapeutiques, on les saisit. Donc c'est d'abord une excellente nouvelle, et notre priorité, c'est effectivement l'immunisation des plus petits. Parce que l'an dernier, les cas les plus graves, ceux qui vont en réanimation pédiatrique, ce sont les nourrissons de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Donc ce sont des doses de 50 mg qui sont administrées en maternité. C'est ça notre priorité des priorités, parce que c'est eux qui risquent le plus. Donc les maternités sont priorisées, mais pour les autres ? Et pour les autres, on attend et on va avoir des livraisons de doses de 100 mg qui sont pour les bébés de plus de 5 kg. On est en lien permanent, c'est le laboratoire Sanofi qui produit ça. Je suis en lien permanent avec eux, même la première ministre ce week-end. On a 200 000 doses en France sur le Beyfortus. Il n'y a que 4 pays au monde qui ont fait ce choix. Les États-Unis, l'Espagne, la France et l'Allemagne. On est dans le trio de tête. Moi, j'espère que dans les jours qui viennent, on verra qu'on a réussi à percuter la courbe d'infection à la bronchiolite. Et nous battons, et je crois que tout le monde se bat pour essayer d'avoir encore plus de doses, mais on aura assez de doses pour les nourrissons. Et dès qu'on en a, on les bascule en pharmacie. On avait prévu 30% d'adhésion, c'est déjà beaucoup, notamment quand vous voyez l'adhésion sur les autres types de vaccins, mais même si ça n'est pas un vaccin, on est entre 60 et 80. Moi, je retiens d'abord le succès et j'espère et je me dis que ça doit nous permettre de fracturer la courbe qui a été si violente l'an dernier pour les bébés, pour les parents, pour le système de santé. Aurélien Rousseau, vous comprenez que la campagne contre l'alcool soit critiquée, elle vient d'être relancée. On y voit des slogans du type « boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool, c'est la base ». Et certains disent en fait on n'incite pas suffisamment à arrêter l'alcool. Alors en fait, une campagne pour les jeunes. Ouais, je vois bien. 81% des jeunes boivent de l'alcool régulièrement. 15% des jeunes fument des cigarettes régulièrement. Quand on est à 15%, dire on doit arrêter et sinon évidemment on a un risque, on a 71 000 cancers par an et 71 000 morts du tabac. L'alcool, c'est une campagne de prévention des risques. Oui, mais le message n'est pas un peu léger. Les analyses. Quand vous buvez de l'alcool, buvez aussi de l'eau. C'est pas un peu léger comme message ? Non, vous pouvez considérer que c'est léger, et toutes les campagnes de santé publique, elles se discutent. Là, le choix qui a été fait par Santé publique France et par les épidémiologistes, c'est de dire on essaye que les épisodes les plus violents, parce que en fait, si vous buvez pas d'eau, ça peut paraître ridicule, mais vous avez beaucoup plus de coma éthylique. Et ben le coma éthylique, ça n'est pas rien. Voilà. Donc c'est une campagne de prévention des risques. Moi, j'admets tout à fait la discussion. Ce qui me fait plus réagir, c'est quand on dit c'est le lobby de l'alcool. Qui a conduit à ça. On a une situation chez les jeunes où on a 80% de consommateurs. Je pense qu'une campagne qui dirait c'est mal, vous êtes coupable, ne laissez etc. pas l'alcool vous mettre KO, par exemple, cette fameuse campagne dont on a parlé parce que la cellule d'investigation de Radio France a révélé qu'elle avait été finalement caviardée. Elle n'était pas plus efficace ? Elle n'est pas caviardée. Je ne sais pas si elle aurait été plus efficace. Il y a, comme toujours, et c'est pareil quand vous réfléchissez au changement de logo ou de trucs, il y a plusieurs propositions qui sont faites. On a choisi, notamment en cette période, de cibler sur les jeunes. Et le choix qui a été fait, quand je dis on, c'est pas moi, c'est des spécialistes. Il y a eu des tests, y compris sur des panels, qui ont considéré que cette campagne-là, avec c'est la base, c'est des éléments, était la mieux à même de parler aux jeunes. Aurélien Rousseau, votre prédécesseur François Braun était venu sur ce plateau il y a quelques mois pour annoncer des bilans de santé complets et gratuits aux différents âges clés, 25, 45 et 65 ans. Il était prévu que ça commence dans quelques jours, dès le 1er octobre, avec les 45-50 ans. Vous le confirmez, ça va commencer ? Alors, ça va commencer dans quelques jours, le 1er octobre, pour les 45-50 ans. Mais c'est vrai qu'on a dû réviser un peu notre champ. On va le faire dans une dizaine de départements pilotes. Et au 1er janvier, ce sera généralisé. Pourquoi ? Parce que, y compris, on avait voulu, comme souvent en France,
au fur et à mesure, on avait fait ces bilans de prévention sur absolument tous les sujets. Et ça perdait un peu de... C'était une promesse du candidat Macron. Oui, non, mais ce seront des bilans de prévention, mais centrés sur les principaux risques et pas un bilan de prévention où on dit qu'en 3/4 d'heure, on fait la totalité de la vie d'une personne et de ses risques. On les centre sur les principaux risques, on les ajuste, on commence dans quelques jours dans les Hauts-de-France sur les 45-50 ans. Et au 1er janvier, je vous assure, ce sera en effet généralisé. Tout le monde est mobilisé pour ça. L'assurance maladie, la Direction générale de la santé, on tiendra cet engagement. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui nous a notamment annoncé une augmentation de 100 € de primes spécifiques pour les régulateurs médicaux. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Dans 5 minutes... Salia Braclia, les informer, quel est le programme ? On va parler du budget qui a été dévoilé hier par le gouvernement, un budget qui se veut vert, avec plus de moyens pour la planification écologique et en même temps dans d'autres secteurs, des milliards d'économies, suffisant pour réduire notre dette de 3 000 milliards d'euros. Décryptage à suivre avec Renaud Dely et ses informés. À tout de suite sur France Info.